Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait consacré aujourd'hui au président de la République ivoirienne, le président Alassane Ouattara. Bonsoir, président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, Caroline. Alassane Draman Ouattara dit Ado, il est né le 1er janvier 1942 à Dembokro. C'est vrai qu'il descend de l'empereur Sékou Ouma Ouattara, c'est hier que j'ai vu ça. Vous avez cette information? Oui, bon, ça c'est L'empereur, premier souverain de la dynastie de Ouattara de l'Empire Kong. Kong et autres. Oui, ça c'est l'information, ou du moins c'est le narratif qui est construit autour du président Alassane Ouattara pour une certaine façon, vous savez, chez nous en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, pour expliquer que une personnalité ou une personne mérite d'être président de la République, on lui trouve des origines de roi, de chef, de ceci, de cela. Même ça correspond à la construction d'une légende, c'est tout à fait normal et je pense que le président Alassane Ouattara, bon, n'en avait pas besoin, mais si ça pouvait nourrir et galvaniser ses militants et partisans. Et avant d'entrer en politique, pardon, il a fait une très belle, il a eu une brillante carrière d'économiste. Est-ce qu'on peut dire qu'il faisait partie clairement des technocrates de son époque? Sur cet aspect, la vie, je ne sais pas d'où tu tires tes informations, mais la vie, une partie de la vie du président Alassane Ouattara est très peu documentée. Bon, je sais qu'il a fait le FMI, la Banque Oui, mondiale, ça arrive après la BCAO, ça arrive après lorsqu'il arrive à la tête je pourrais dire, du comité interministériel en 89 en Côte d'Ivoire. Ce sont des événements mais avant cela, la vie du président Alassane Ouattara est très peu documentée, comme si c'est quelqu'un qui avait fait le choix de vivre discrètement. Et comment il fait son entrée en politique? Son entrée en politique, et quand il arrive, naturellement, il se rend compte que le président Houphouët-Boigny est grabataire, il est le tout-puissant. Alors on va le chercher, je précise. Oui, il va le chercher. D'autres diront que c'est sous pression des financiers, du monde des finances, que Houphouët-Boigny accepte le président Alassane Ouattara. Il y a deux écoles sur cet aspect. Il y a une école qui dit qu'il a été imposé par Houphouët. Et lorsque Houphouët avait perdu sa guerre du cacao qu'il voulait faire au monde des spéculateurs sur les produits de base. Donc il y a deux écoles qui se battent là. Et il y a l'autre école qui dit que le président Houphouët-Boigny est allé le chercher pour venir redresser la Côte d'Ivoire. C'est le premier ministre ivoirien parce que le poste n'existait pas avant. Non. Et à la mort du vieux, hein, comme on l'appelait, il quitte la primature. Et c'est le début d'une longue traversée du désert pour lui. Oui, il faudra qu'on lise les choses. Le président d'abord, Alassane Ouattara, lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, il apporte une période, je dirais, d'austérité. Parce qu'il vient. Son bilan à lui, en tant que premier ministre. Voilà, il vient pour serrer les vis, serrer les boulons. Comme on dira, l'argent ne circulera plus. Au niveau des financements des hôpitaux, on réduit les budgets. Au niveau de l'école, on réduit les budgets. On se souvient que les palabres commencent avec les étudiants qui perdent une partie des bourses, ils ne sont plus boursés à partir de la première année, les cars sont partis, les restaurants sont fermés. Il y a beaucoup de choses. On a les fermetures des différentes entreprises d'État qui étaient les Sodé, Sodé Sucre, Sodé Pras, Sodé, plein de trucs qui sont fermés. Ces entreprises d'État qui ferment, on assiste à ce qu'on appelle la conjoncture, les suppressions d'emplois, les plans sociaux. Tout ça, c'est sur la tête de ce monsieur. Donc, du coup... Il était obligé, vu la situation économique. Oui, il était obligé, mais du point de vue de la population, tout de suite, on dit c'est lui qui nous apporte les temps difficiles. Donc, dans l'esprit des gens, c'est le monsieur des temps difficiles. Lorsqu'en 93, 3 ans après, il part, certains Ivoiriens estiment que, bon, on peut souffler. Et celui qui arrive à la tête du pouvoir, il s'appelle Henri Konan Bédié. C'est le fondateur des différents Sodé dont je parle, des sociétés de sucre, de machin, de cela. Donc les gens ont estimé qu'à un certain moment, peut-être que celui-là allait relancer l'économie ivoirienne. Et il est écarté de l'élection présidentielle de 1995 en raison d'une nationalité douteuse, selon ses détracteurs. Il formera avec Laurent Gbagbo ce qu'on appelait le Front républicain. Comment se fait la rencontre entre les deux hommes? Pour l'instant, pour la rencontre,
je ne sais pas comment elle se fait, mais c'est ce que je pourrais dire, il faudra qu'on fasse, il faut qu'on lise les choses de façon un peu délicate. En 1995, Laurent Gbagbo est en difficulté lui-même avec ses propres alliés de 90, c'est-à-dire Francis Vaudier, Bamba Mori Ferré et Zadi Zaourou. Parce qu'en 90, ils avaient signé un pacte à Korogo dans lequel ils avaient décidé de ne pas se présenter à la présidentielle de 90 face à Houphouët-Boigny, pour montrer aux yeux du monde que Houphouët-Boigny n'avait pas de démocratie, il fallait poser un acte majeur. Et à la sortie de cette réunion de Korogo, quelque temps après, Laurent Gbagbo annonce sa candidature et ses amis se sont sentis floués. Ils attendaient Laurent Gbagbo certainement en 95. Et en 95, Henri Konan Bédié était en verve. J'imagine que Laurent Gbagbo a dû faire un certain nombre d'études, de prospectives, pour comprendre que Henri Konan Bédié, tel que les choses étaient disposées en termes de fichiers électoraux, et à l'époque, il faut noter que c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On avait, je crois, Bombé, le ministre Bombé, qui était le ministre. Il y avait Hippo Lago, c'était Hippo Lago, proche du ministre Bombé, qui organisait les élections. Donc, Laurent Gbagbo se disait que s'il allait à cette élection en 1995, il allait nécessairement les perdre devant Henri Konan Bédié et les perdre de façon peut-être beaucoup plus forte que perdre les élections devant Houphouët. Donc, la cote de sympathie qui gagne en ayant 18% devant Houphouët, il allait certainement la perdre en perdant devant Henri Konan Bédié peut-être un score beaucoup moindre. Et ça, c'était difficile pour lui. Donc, s'allier à quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui était exclu du jeu politique, c'était une aubaine pour Laurent Gbagbo, pour ne pas participer à un jeu électoral, et puis il s'en sort indemne. Donc, c'est dans cette logique qu'ils se sont inscrits, et puis il a pris le combat pour Alassane Ouattara, et certainement, mais il faudra noter aussi qu'à cette époque, le patron du parti de Ouattara, c'est-à-dire le RDR, c'est l'ami de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Jenny Kobenan. Jenny Kobenan, les tests du RD ont été rédigés sous la patame de Laurent Gbagbo à la Rivera par le professeur, j'oublie celui qui a été assassiné lors du coup d'État de Bogadoudou, pas le professeur Bogadoudou, voilà, qui était avocat de Laurent Gbagbo aussi. C'est lui qui a rédigé les thèses du RDR sous la patame de Laurent Gbagbo. Donc le rapprochement de Front républicain, FPI, RDR est d'abord une histoire de deux amis, de deux hommes, Jenny Kobenan et Laurent Gbagbo. Après, naturellement, viendra l'équation Alassane Ouattara et c'est là que les choses vont se déliter. Et que fera-t-il au moment du coup d'État de 99? Au coup d'État de 99, Laurent Gbagbo... Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, non, Alassane Ouattara pendant cette période est en exil, lui, sous mandat international, mandat d'arrêt international lancé par le président Bédié. Et je vais rappeler une petite anecdote que m'a raconté un aîné. Il disait, le président Alassane Ouattara, avec son statut d'ancien Premier ministre, naturellement, ici à Paris, il avait droit à un véhicule diplomatique, il avait un certain nombre de protection diplomatique. Et le jour où le mandat d'arrêt est lancé, il y a des personnels de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui arrivent avec des huissiers pour lui prendre son véhicule d'immatriculation diplomatique. Et là, à cette période-là, le président Alassane Ouattara a compris qu'à n'importe quel moment, le plus dur pouvait lui arriver. Malheureusement que la France n'a pas exécuté ce mandat d'arrêt. Et j'ai vu quelque chose d'assez particulier, c'est que lors des élections municipales de 2001, le RDR remporte 64 communes. Comment ça se fait? Vous savez, c'est dû d'abord, il y a un important vague de sympathie pour le président Alassane Ouattara lorsqu'il est exclu du jeu politique, aussi du jeu électoral en 2000. Ça remotive ses partisans, et même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent que le jeu politique en Côte d'Ivoire est une question de parti politique. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de parti politique. Un capitaine qui est né pour lui. Et puis, nos grandes villes en Côte d'Ivoire
sont beaucoup... Il y a de nombreux sympathisants du président Alassane Ouattara qui sont issus des régions du Nord, qui sont venus certainement pour des questions de commerce, de travaux champêtres vers les régions forestières, et ils ont occupé un certain nombre je dirais, de places qui ont fait que le président Alassane Ouattara est, en tout cas, il est bien essaimé dans toutes les régions de Côte d'Ivoire.